Bonsoir ou bonjour, qu'importe l'heure à laquelle tu nous écoutes, bienvenue sur le podcast Génération Décolonisation, un podcast qui décolonise. Ce soir, c'est une première, c'est la première fois qu'on invite du public. Bonsoir. Et pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'inviter un ami à moi, quelqu'un que j'estime beaucoup. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour mon invité d'aujourd'hui. C'est Monsieur Someboy d'Histoire Crépue, mesdames et messieurs. Salut. Comment ça va, Someboy? Franchement, ça va bien. Et toi? Oh, détente, on est là. On est là. La première question que moi j'ai à poser, c'est pourquoi Someboy? Alors, parce que j'ai le seum, on va dire, mais que je vois le seum comme une énergie en fait qui fait avancer et qui fait proposer des choses politiquement. Du coup, pour moi, le seum, c'est une sorte de mécontentement. Tu vois, c'est pas un truc où tu es trop en colère ou énervé en mode la haine, mais c'est vraiment un mécontentement assez doux et qui donne envie de faire changer les choses en fait. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un carburant qui me pousse à vouloir faire changer les choses. Parfait. T'es le créateur de la chaîne Histoire Crépue. Est-ce que tu peux expliquer aux gens un peu ce que c'est qu'Histoire Crépue? Alors Histoire Crépue, c'est une chaîne sur laquelle je parle d'histoire coloniale, et j'aime bien dire aussi complexe et crépue que mes cheveux. Et en fait, donc l'idée de cette chaîne, c'est vraiment de parler d'histoire coloniale de manière très apaisée et avec un ton assez pédagogique. Parce que je pense que c'est une histoire c'est une histoire de France, mais une histoire du monde aussi, et une histoire qui peut vraiment nous aider à apaiser les mémoires, comprendre sa complexité, comprendre la manière dont les choses se sont déroulées. Ça nous permet de penser en fait le futur, de penser des modèles de société qu'on voudrait dans le futur. Et du coup, c'est ça l'objectif de la chaîne, on va dire. Parfait. Je suis beaucoup la chaîne. Vous suivez un peu Histoire Crépue ou pas? Oui. Il y a intérêt, mon gars. Avant Histoire Crépue, tu faisais quoi? Alors avant, moi je viens plutôt des Beaux-Arts. J'ai fait des études aux Beaux-Arts. Et juste avant Histoire Crépue, j'avais lancé une autre chaîne, un autre compte Instagram qui s'appelait Annales Coloniales, et sur lequel je diffusais, on va dire, des captures d'écran d'un journal qui s'appelle Les Annales Coloniales, qui est paru entre 1800, je sais plus combien, et 1920 environ, et donc qui raconte l'actualité vraiment jour par jour dans les colonies françaises. Et je faisais juste des captures d'écran de ce journal, par exemple, et je les diffusais sur Instagram, et ça faisait que plein de gens qui s'intéressaient à cette histoire regardaient ce truc sans savoir vraiment ma position, si j'étais pro ou contre cette histoire. C'était assez flou. Et voilà, et avant ça, je fais de l'art contemporain. Ok, tu faisais des études d'art? Ouais, c'est ça. Okay. Quoi exactement En gros, pour être un peu plus précis, je travaille beaucoup je fais beaucoup de vidéos et de performances. Du coup, les performances, c'est par exemple la performance la plus récente que je fais, ça s'appelle la prière au Wi-Fi. Ou donc, si vous avez un problème de Wi-Fi, par exemple, je peux faire une petite prière pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Et il y a un petit clip, si vous tapez prière Wi-Fi Someboy sur Internet, vous allez voir, il y a un petit clip, etc. Donc, il y a ce genre de choses. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment parler d'espace numérique, puisque c'est un sujet qui est vraiment hyper important pour notre génération. Comment parler d'espace numérique, comment parler de politique dans l'espace numérique et comment parler de spiritualité dans l'espace numérique. C'est un peu les thématiques de ce que je fais artistiquement. Parfait. Ouais, vous pouvez l'applaudir, j'ai senti des... Est-ce que tu trouves pas ça fou? On est en 2021 et aujourd'hui en 2021, c'est... Pour moi, c'est l'éducation nationale qui devrait s'occuper de ces questions-là, de tout ce qui est décolonial ou colonial, et que ce soit plus des gens comme des youtubeurs ou des podcasteurs ou des étudiants en beaux-arts ou des humoristes qui s'en occupent aujourd'hui. Ouais, je trouve ça assez incroyable parce que moi, j'ai fait, comme je pense la plupart d'entre vous, des études dans l'école publique française. Et moi, je suis arrivé jusqu'à Bac+5. Et pendant toutes ces années, la seule fois où j'ai entendu parler, par exemple, d'un personnage comme Frantz Fanon, c'était en 5e année. Du coup Bac+5 quoi. Et avant ça j'avais jamais entendu parler de ce personnage. J'ai fait ma primaire dans une école Jules Ferry et j'étais vraiment fan de Jules Ferry qui apportait l'école laïque etc. Et j'ai vraiment mis du temps à comprendre que l'histoire coloniale c'était une partie de l'histoire de France et que c'était quelque chose que je connaissais pas et que c'était quelque chose d'hyper riche en plus. Il y a tellement de choses qui se passent dans cette histoire que j'ai été surpris de ne pas l'avoir appris plus tôt. Et comme tu dis, je trouve ça incroyable qu'il y ait des budgets gigantesques.
l'éducation nationale n'est pas forcément hyper bien rémunérée, mais il y a quand même beaucoup de moyens qui sont mis sur plein de types d'histoires, et que celle-ci, qui est quand même constitutive de notre monde contemporain, on n'entend pas parler, et c'est plein de gens de différentes communautés sur les réseaux qui portent ce poids en plus, parce que c'est quand même assez lourd à faire de parler de ces sujets-là, qui prennent sur eux, sans être rémunérés, de parler de ça sur les réseaux, quoi. Ouais, et je sais pas si tu vois, mais il y a une espèce de courant en ce moment qui fait que tous les gens qui traitent de ces sujets, je sais pas si on peut les anticolonialistes d'aujourd'hui, tu vois, Ouais. mais tous les gens qui traitent de son sujet sont diabolisés. Mm. Donc on va les traiter d'indigénistes, on va les traiter d'islamo-gauchistes. Ouais. Est-ce que c'est fait consciemment ou est-ce que tu penses que c'est pris par certains courants politiques et qu'aujourd'hui c'est posé? Je pense qu'il y a eu En fait, peut-être je peux revenir sur le mot indigéniste, ça fait référence particulièrement à un courant français de la pensée décoloniale qui s'appelle les Indigènes de la République, et qui a un vrai parti politique qui a été monté comme tel, et donc qui a revendiqué ce mot de l'indigénisme, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas si vous voyez un peu comment ça fonctionne, l'idée décoloniale, mais c'est un peu l'idée de dire que la colonisation officiellement a pris fin, mais elle continue sous une forme qu'on appelle la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire que les pratiques de pouvoir ou les pratiques politiques continuent à reproduire des systèmes coloniaux, même à l'époque actuelle. Et donc, cette pensée, elle vient d'Amérique latine, et il y a un courant français qui l'a réinterprété dans le contexte français, et qui s'appelle du coup les Indigènes de la République, et c'est de là que vient le mot indigénisme. Mais c'est un courant très spécifique, en fait, de la pensée décoloniale. Et souvent, ce qui se passe dans les médias, c'est qu'on va rassembler tout un courant très complexe qui comporte le panafricanisme, le décolonialisme plus généralement, le post-colonialisme et tout un tas de pensées qui ont des points communs mais qui ne sont pas forcément la même chose. Et tout ça, on va les amalgamer à l'indigénisme en le décriant le plus fort possible, étant donné les prises de position, compris les Indigènes de la République, à certains moments, et qui sont diabolisées par notamment la droite dure. C'est surtout la droite dure qui s'attaque à eux, et sinon une certaine gauche universaliste. Voilà. Totalement. Toi, tu n'es pas actif que sur les réseaux, tu es actif aussi sur le terrain. Ouais. J'ai vu que tu as fait partie du groupe qui a voilé, je ne sais pas si on dit, c'est voilé qu'on dit, Ouais, on peut dire ça, ouais, bâché la statue de Gallieni. Ouais, du coup, j'ai monté une action avec d'autres personnes. Donc, j'avais fait une vidéo à propos de la statue de Joseph Gallieni qui se trouve place Vauban, en face de l'hôtel des Invalides. Je crois que c'est l'hôtel qu'on appelle ça, ouais. En tout cas, devant les Invalides. Et en fait, il y avait Vikash Dorasso qui l'avait vu et qui m'a envoyé un message en me disant « faudrait trop qu'on fasse une action parce que là, il y avait un moment où vraiment des choses se passaient autour des statues. Et en France métropolitaine, il n'y avait eu aucune atteinte à une statue coloniale. Il y en avait eu en Martinique, en Guyane, à différents endroits, mais pas en France métropolitaine. Et du coup, la statue de Gallieni est vraiment énorme, donc elle ne se déboulonne pas comme ça en claquant des doigts. Et donc, on s'est dit, on allait mettre un drap qui est quelque chose de très symbolique, juste pour attirer l'attention des médias et du gouvernement sur la présence de ce monument, par exemple. Et du coup, j'ai participé à ça. Et j'ai même été arrêté à ce moment-là. Ça a été virulent ou pas? En fait, moi, j'étais un peu dans mon truc, que j'essayais surtout parce qu'il y a un gars qui est monté sur la statue et on avait trop peur qu'il tombe. Parce qu'en fait, quand les policiers sont arrivés, ils nous ont mis une pression de ouf, ils ont sorti les trucs pour nous gazer et tout. Et ils voulaient pas qu'on l'aide à descendre. Lui, il était monté avec des chaussures d'escalade et tout. Wow. Et en fait, pour descendre de la statue, on avait trop peur qu'il meure, en fait, parce que c'est hyper haut. Et juste, les policiers nous mettaient la pression en mode on le touche pas, on le laisse descendre tout seul. Donc moi, j'étais surtout focus sur ce truc. Et après, je me suis retrouvé dans le camion. Voilà. Ah ouais, en plus, ils ont dit, avec un voile noir, ok, tapez le plus fort. C'est tout ce qu'ils mettent. Ouais, on en parlait la dernière fois avec Françoise Vergès. Ouais. Comment s'approprier l'espace public, comment les anticolonialistes peuvent s'approprier l'espace public. Tu parlais tout à l'heure des statues qu'on a enlevées en Martinique ou même en Angleterre, aux États-Unis. En France, ça s'est pas trop fait. On a vu l'action de Franco avec le pot de peinture sur la statue de Colbert. Et j'ai l'impression que, par exemple, dans les années 80, on parlait de ça, dans les années 80, il y a des statues qui ont été exposées, qu'on a fait sauter carrément. À Paris, c'était devant le palais de l'immigration, de la Porte Dorée, qui s'appelle aujourd'hui Musée de l'Histoire de l'Immigration. On faisait sauter des statues à l'époque et aujourd'hui on a moins. Est-ce que c'est parce que aujourd'hui on peut peut-être prendre plus en termes de.
Ben, en fait, je t'avoue que je sais pas trop pourquoi. En tout cas, en France métropolitaine, c'est sûr qu'il n'y a pas de structure actuellement militante suffisamment bien organisée et avec des liens de confiance suffisamment forts Mm. pour monter ce type d'action. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre par la suite. Il y a des vagues, il y a des moments où il y a de l'activisme, on va dire, vandaliste, enfin je sais pas comment je peux dire ça, mais qui va s'attaquer à des monuments. Enfin, ça arrive à des moments, puis ça redescend, puis ça revient, etc. Je pense que là, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient capables de s'organiser pour faire tomber des statuts, bah, du coup, plutôt dans les Outre-mer. Je pense qu'en France métropolitaine, enfin, ça veut dire que dans l'esprit de l'époque, c'est pas quelque chose qui est absent, c'est juste qu'en France métropolitaine, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le groupe qui peut le faire, en fait, actuellement. Et, et ça en dit beaucoup sur... aussi, je pense que le Covid joue aussi. Enfin, il y a plein de choses qui jouent. La peur de la répression qui est elle-même très efficace aussi, il faut le reconnaître. Et le manque de confiance, je pense peut-être le fourmillement de la ville, je sais pas, plein de choses qui jouent. Et aussi, il y a eu les gilets jaunes et beaucoup de casse pendant les gilets jaunes, ce qui a fait une répression d'autant plus forte, qui a encore plus dissuadé aussi les mouvements internes en métropole, je pense, à passer à l'action. Mais moi, je pense que tant que le gouvernement ne réagit pas, enfin, vu qu'on apporte ces questions dans l'espace public et qu'il y a des opportunités pour le gouvernement de réagir, s'il ne réagit pas, ben forcément, il y a des nouveaux groupes qui vont se monter et qui vont peut-être repasser à des formes plus radicales d'action. Ok. Ah ouais, parfait. Hein, on arrive au radicalisme, c'est parfait. Toi, tu es pour ou contre enlever les statuts? Alors moi, en fait, je dirais que ça dépend des statuts. Ce que je trouve intéressant, c'est de bien regarder, qui sont les personnages qui sont mis en avant dans l'espace public français. Et donc, il y a une statue, par exemple, celle de Joseph Gallieni. Moi, je serais pour un déboulonnage, qu'il soit militant ou qui vienne du gouvernement. Je pense que dans tous les cas, il ne faut pas que la statue reste sur place, parce que Gallieni, c'est vraiment le penseur de la stratégie coloniale française, enfin de tout ce qui est contre-insurrection française. En fait, en gros, c'est lui qui a mis en place ce qu'on appelle la politique de race. C'était notamment à Madagascar, pendant la conquête de Madagascar, et qui permet de conquérir une île aussi grande que Madagascar en jouant sur les embrouilles qui existent entre les peuples malgaches. Et donc, en constituant chacun des peuples comme race, en donnant à cette race un chef légitime, la France va soutenir tel ou tel chef et jouer avec un jeu d'alliance entre les différents groupes pour diviser l'île et au final dominer l'île. Donc c'est le truc de dominer pour mieux régner, mais lui il l'a vraiment théorisé et mis en pratique et il a écrit un livre qui s'appelle La pacification de Madagascar qui explique bien toute sa théorie, on va dire. Et ce truc-là, pour moi, c'est important qu'un personnage comme ça, c'est vraiment un héros. En même temps, c'est un génie parce qu'il faut se dire qu'il y avait très peu de troupes françaises dans Madagascar. Il a quand même réussi à conquérir l'île avec si peu de troupes grâce à cette stratégie. Donc c'est pour ça qu'il est mis en avant par la mémoire coloniale française. Mais du coup, moi, je trouve qu'à une époque comme 2021, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on a appris sur cette histoire, etc., c'est important de ne pas laisser ce personnage dans l'espace public, mais quand même de raconter son histoire, parce que ça nous permet aussi de comprendre comment est construite la contre-insurrection actuelle, comment est construit le néocolonialisme actuel, plein de choses. Donc moi, pour ce personnage, oui. Mais par exemple, il y a d'autres personnages, je pense que la situation est plus complexe et qu'il faut vraiment regarder chacun des personnages au cas par cas et se renseigner sur cette histoire. Et du coup, je pense que parler de déboulonnage, finalement, ça permet de mettre en valeur pas de mettre en valeur, mais de remettre sous le feu des projecteurs ces personnages pour les critiquer. Mais du coup, quand on nous accuse de vouloir effacer l'histoire de France en retirant ces statuts, en fait, c'est plutôt l'inverse. On n'a jamais autant parlé de ces personnages que depuis qu'on menace de les déboulonner, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est la technique qui a été employée à Madagascar, est-ce que c'est la même technique qui a été employée au Rwanda un peu? Franchement, je sais pas. J'imagine qu'il y a des liens, mais je ne connais pas suffisamment bien. Le fait de monter une ethnie contre une autre, Ouais, de dire ouais. aujourd'hui c'est lui le chef, non, demain c'est lui. En fait, dans tous les cas, toute l'entreprise coloniale française et après occidentale a été influencée par les méthodes de Gallieni et les méthodes d'autres généraux qui testaient ça aussi pendant toutes les conquêtes. Mais après, je ne saurais pas dire exactement est-ce que ça vient de la doctrine de Gallieni, mais c'est sûr que ça a des connexions avec cette doctrine. Ouais.
Ok, pas de souci. Bah, merci beaucoup à toi. On n'a pas fini, hein. On est tous d'accord que le passé colonial, c'est un peu la source de problèmes qu'on a aujourd'hui. Ok. Et je suis persuadé que ce problème colonial, comme on dit, tout le monde doit, enfin pas s'en servir, mais tout le monde doit se l'approprier. C'est-à-dire autant les descendants de ceux qui ont vécu le colonialisme que ceux qui l'ont perpétré. Le truc, c'est que j'ai l'impression, dans l'espace public et dans beaucoup de grosses émissions, on s'en sert comme pour dire regardez ce qui se passait avant dans le passé et se dédouaner un peu de ce qui se passe actuellement. Tu vois, je sais pas si vous avez vu l'émission Quotidien avec Pépita. Tu vois, où on nous montre ce qui se passe dans le passé, on montre comment était la France dans les années 80-90, mais on ne regarde pas ce qui se passe en 2021. Surtout que sur Quotidien, tu regardes son plateau, c'est un plateau exclusivement blanc. Et tu te dis, bah, vous n'avez pas retenu les erreurs du passé. Ils veulent bien reconnaître qu'il y a eu des erreurs dans le passé, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils l'ont reçu en héritage et qu'ils s'en servent toujours. Bah, je trouve que pour le cas de ce qui s'est passé avec Pépita, il y avait vraiment un problème... sur le plateau du Quotidien en général, c'est qui est de ne pas l'avoir prévenu en plus avant de la diffusion de ces images. Je reprends juste cet exemple et après je réponds plus précisément à ce que tu disais, mais en fait, les combats, on va dire, pour call out, pour divulguer, je sais pas comment ça se traduit en français call out, mais pour en tout cas dénoncer, ouais c'est ça, les oppressions qu'on a subies. En fait, ce long chemin pour arriver à prendre parole publiquement et dénoncer les oppressions, il faut le respecter. Il y a plein de gens qui subissent plein d'oppressions et qui restent silencieux ou silencieuses toute leur vie parce qu'il y a une manière de gérer ce truc. Parfois, on veut l'afficher, parfois, on a les épaules pour le porter, etc. Et c'est pas tout le temps le cas. Et là, je pense que Pépita, elle n'était pas dans cette démarche. Concrètement, on a vu les réponses qu'elle a fait, etc. Et le quotidien, je trouve ça très problématique, justement, de ne pas avoir respecté ce temps de construction de la personne pour exprimer avec ses propres moyens et sa propre façon de le faire, l'oppression qu'elle a subie. Et du coup, ça, je trouve que ça reproduit même encore plus les mécanismes coloniaux, finalement, qu'ils ont pensé dénoncer. Et finalement, c'est aussi un héritage de ce truc de ne pas laisser la parole aux personnes concernées et de reproduire finalement encore ce même mécanisme en espérant justement pointer du doigt vers le passé, etc. Bref, je trouve qu'ils se sont pris à leur propre piège à ce moment-là. Et en général, je suis d'accord avec toi que oui, on a trop tendance à regarder avant ce qui se passait pour se dire, voilà, le racisme, c'était terrible, etc. Et on oublie en fait que c'est pour ça que, en tout cas dans les pensées décoloniales, il y a beaucoup le mot racisme systémique, mais que c'est pas seulement les actions ouvertement racistes ou frontalement racistes qui posent problème, mais c'est tout un tas de micro-actions ou même de systèmes, comme par exemple aujourd'hui le franc CFA, plein de choses qui sont des héritages de cette période coloniale et de tout ce qu'elle véhiculait comme racisme, on va dire, et qui sont pas que du passé, puisque par exemple le franc CFA c'est très actuel et c'est un héritage direct de la colonisation sur lequel le quotidien fait pas des grands sujets, par exemple. Mais, voilà. Ouais, c'est tellement ça. Là, tu parlais qu'on ne laisse pas parler les intéressés. Ça me fait penser à l'émission qu'il y avait eu sur France 2, Décolonisation. Ouais. C'était Décolonisation. Des larmes et du sang, c'est ça. Des larmes et du sang sur France 2. Je trouve la démarche très bien de se dire, il y a enfin une émission qui parle de colonisation ou décolonisation sur une chaîne publique. Mais ce qui me dérange, encore une fois, c'est que dedans, on a eu le droit d'avoir les réponses des enfants, d'esclaves, mais j'ai pas entendu ce qui manquait pour moi, c'était la parole d'historiens africains ou d'historiens des îles qui pouvaient donner aussi leur point de vue. Je comprends pas on a vu une armée d'historiens occidentaux nous expliquer que la colonisation c'était pas bien, mais on n'a eu aucun son de cloche des historiens africains ou caribéens. Ouais. Après, je sais plus exactement, j'ai l'impression qu'il y en avait peut-être quand même un ou deux, mais je suis pas sûr. Peut-être que, faudrait que je recheck, mais en tout cas, c'est sûr qu'à la fin, il y a eu une sorte de débat juste après la diffusion en direct de ces documentaires, et c'est vrai que je crois pas qu'il y avait d'historiens africains à ce moment-là, et je pense que c'est un problème de la circulation de la parole. Alors là, c'est un film qui a été réalisé par Pascal Blanchard, qui est un historien français qui s'est intéressé depuis très longtemps à l'histoire coloniale, et cette série de documentaires a donné lieu aussi à un livre que vous pouvez prendre. C'est un espèce de gros livre avec plein d'images, mais qui est assez intéressant. Et c'est vrai que je pense que ça a été conçu principalement avec des historiens français et que ça pose toujours problème. Et c'est qui a les moyens, en fait, de mettre en place le
le comité de rédaction, qui a les moyens d'éditer à la fois le livre, mais de réaliser aussi le film, quels sont les réseaux de ces personnes. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore du coup de contre-pouvoir ou de contre-récit suffisamment bien installé pour donner le change, quoi. Moi, ça me donne un peu la même impression que pendant longtemps, on a vu des films. La plupart des films qu'on voyait avec des noirs dedans, c'était des films sur l'esclavage. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est le même truc. Genre, ok, aujourd'hui, on va parler de vos souffrances, mais c'est toujours pas vous qui allez en parler. Tu vois. C'est vraiment genre, alors, faut peut-être pas voir comme ça, mais on se fait de l'argent sur votre souffrance. Bah ça, c'est un truc c'est une critique qui est beaucoup faite à Pascal Blanchard, justement, par exemple, Ouais. par les détracteurs de. D'ailleurs, ils ont même sorti un article récemment dans Le Figaro qui s'appelait Pascal Blanchard, l'indigéniste cool qui murmure à l'oreille de Macron. Bon, déjà Pascal Blanchard est pas indigéniste. Enfin, bon, ça c'est par rapport aux confusions qui se font. Mais effectivement, il est beaucoup accusé de jouer sur. Enfin, de gagner un capital concret financier sur une mémoire. Et ça, c'est ça, c'est quelque chose de très compliqué. Et j'ai envie de dire, moi, de ma position, ce que je me dis, c'est que je prends ce qu'il y a à apprendre dans le travail de Pascal Blanchard ou d'autres historiens, justement plutôt blancs, qui ont pour l'instant le pouvoir pour présenter leurs recherches, en fait. Et à partir de ça, j'essaie de reproposer des choses. Et du coup, je suis quand même content que ce travail soit fait. Je trouve ça dommage que ça serve justement à ramener du capital pour certaines personnes, mais je pioche dedans et j'essaie de le transformer en autre chose, quoi. Enfin, ce que j'aime bien sur ta chaîne, c'est que ça parle d'histoire coloniale en général, que ça se base pas forcément que sur l'Afrique, que ça se passe en général. Est-ce que tu considères, est-ce que tu te considères comme un universaliste ou... Tu peux dire non. Hein. Ouais. Les gens. En fait, pour l'instant, les approches que j'ai eues avec l'idée universaliste m'ont pas particulièrement parlé ni convaincu, donc pour l'instant c'est pas quelque chose que je revendique du tout, mais je suis pas non plus anti-universaliste, genre j'ai pas non plus une idée anti-universaliste en me disant l'universalisme c'est nul, c'est juste que les personnes qui manipulent la notion d'universalisme actuellement en France, je me reconnais pas vraiment dans ce qu'elles disent en fait, et souvent c'est utilisé pour juste, enfin, qui est d'une manière très eurocentrée, très franco-centrée, une manière de dire voilà, on peut être comme objectif et savoir ce qui est bon ou ce qui est juste pour l'humanité, mais en fait, on se rend pas compte qu'on parle d'un point de vue très situé, qui est le point de vue français, etc. Pour l'instant, c'est comme ça que je perçois l'universalisme à la française, on va dire. Et du coup, je me reconnais pas vraiment dans cette approche parce que je trouve qu'elle a beaucoup servi plutôt à installer des systèmes racistes, dominants. Enfin, il y a plein de types de domination qui existent, mais en tout cas, au moins de domination raciste. Et que je ne m'identifie pas vraiment à ça, mais je sais qu'il y a un grand débat entre Jean-Loup Hamsel et je crois que c'est avec Souleymane Bachir Diagne, je crois, qui a un débat sur la question de comment on appelle ça, de traduction ou d'universalisme, justement. Enfin, il y a un débat qui a l'air intéressant entre les deux. Je ne me suis pas encore bien plongé dans ce qu'ils disent, mais ils ont écrit un livre ensemble pour justement essayer de... Il y en a un qui est universaliste, c'est Jean-Loup Hamsel, et Souleymane Bachir Diagne qui est plutôt dans une question de la traduction. Et j'ai l'impression que ça peut me parler pas mal. Mais voilà, j'en saurai plus bientôt. Ok. Il y a une de tes idées qui s'appelle Racontez-nous le parcours, l'itinéraire de vos familles, que j'adore. Tu peux expliquer un peu aux gens, vite fait? Yes, en fait, ça s'appelle Vos histoires crépues. Et l'idée, c'est que je donne la parole à des gens de ma communauté sur Insta, en live, pour raconter l'histoire de leur famille et la manière dont cette histoire leur a été racontée aussi. Et du coup, ils nous racontent voilà, les migrations qu'ont fait leur famille. Voilà, jusqu'à arriver aujourd'hui, parfois en France. Il y en a qui sont aussi en Afrique ou dans les Outre-mer. Ouais. L'histoire la plus ouf pour toi, c'est laquelle pour l'instant? Franchement, il y avait plein d'histoires incroyables. Hein. Il y en a une dont je me souviens qui était vraiment... Enfin, franchement, je vous conseille d'aller voir déjà sur mon Insta. Il y a les replays qui sont là. Il y a eu au moins une quinzaine de personnes qui racontent leurs histoires crépues, du coup. Et c'est vraiment passionnant. Il y a toujours des gens qui ont... Enfin, il y en a une qui venait de Guinée, si je ne me trompe pas. Et dont en fait ses parents, sa mère vient de Guinée, mais elle a vécu en France métropolitaine dans un orphelinat, et donc elle est partie très très jeune en fait de Guinée, parce qu'il y avait le régime de Sékou Touré, et je sais pas exactement pourquoi, mais elle n'a pas pu rester sur le territoire, mais le reste de sa famille est resté en Guinée, juste elle est partie en France. Elle a vécu donc dans une sorte de pension de bonne sœur, donc elle parlait vraiment français, pas avec un accent guinéen, etc. Elle était comme élevée en France métropolitaine. Ensuite, elle est partie vivre au Sénégal et elle s'est mariée avec un Nigérian
qui lui était plutôt anglophone. Et donc là, ils ont une fille qui, elle, du coup, est sénégalaise, mais qui a ensuite grandi en France. Enfin, et tout ce genre de trucs, c'était... Donc, en fait, elle n'est pas sénégalaise d'origine, puisque ses parents ne connaissent pas vraiment le Sénégal. Mais physiquement, on pourrait penser qu'elle est sénégalaise, ou elle a des façons de parler qui peuvent être voilà, sénégalaises, et toute cette complexité-là. Après, il y avait beaucoup d'histoires aussi de personnes qui viennent d'Asie du Sud-Est, d'immigration chinoise qui sont passées au Vietnam, puis avec les guerres ou au Cambodge, et avec les guerres qui ont dû fuir en bateau vers la France, qui ont réussi à trouver des techniques pour rentrer en France à cette époque, et qui ensuite sont considérés comme, de manière raciste comme des Chinois ici, mais en fait leur histoire est beaucoup plus complexe, et il y avait plein d'histoires comme ça. J'adore ce genre de délire. Allez voir, ça s'appelle Vos histoires crépus. C'est sur la chaîne d'Histoire Crépus, du coup. Moi, j'ai pas d'idée comme ça, mais souvent, la question que je pose à mon invité, c'est est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tes parents, ta mère, ton père, des cousins, des tantes, te répétaient souvent ou t'ont dit souvent et qu'aujourd'hui, tu t'en sers comme leitmotiv? Non, pas vraiment. En fait, disons, le seul truc, le premier truc auquel je pense, c'est un truc que mes parents disaient beaucoup. Ils disent beaucoup. Ils disent nous ne sommes pas de ce monde. Mais c'est parce que eux, ils sont évangéliques. Enfin, ma famille est très évangélique en fait. Et donc, je sais pas si vous connaissez un peu les évangéliques, mais en gros, il y a vraiment l'idée d'être du royaume du ciel et donc de pas appartenir au monde terrestre. Mais moi, je l'ai aussi perçu comme aussi une manière de se rendre compte, d'admettre qu'on n'était pas non plus vraiment chez nous en France. Il y a cette espèce de truc de on n'est pas d'ici, on est là, mais on n'est pas vraiment d'ici en fait. Et qui, je pense, pour eux, se lisait beaucoup sur cette question de foi. Mais moi, je l'ai aussi beaucoup perçu sur juste l'espace dans lequel je vivais. Et du coup, je parle beaucoup en lien avec mon travail artistique aussi, je parle beaucoup de comment c'est d'être militant hors sol. Moi, je me considère un peu comme ça, dans le sens où j'ai pas vraiment de racines ni en France, ni dans les pays africains dont viennent mes parents. Et qu'est-ce que je peux faire pour quand même avoir un impact politique ou un positionnement politique sans être de ce monde, entre guillemets, mais en étant en même temps à fond dans ce monde, mais voilà. Quand tu vois le travail colonial qui est fait ici en France, est-ce que tu prends la mesure de l'ampleur de ce qu'il y a à faire aussi sur le continent? Tu veux dire le travail décolonial? Oui, décolonial. Ouais. En fait, moi, du coup, ce que je me rends compte, c'est qu'on part de très très loin, déjà en métropole, sur ces questions, et qu'on a en plus quand même beaucoup d'accès à des archives et à des personnes qui passent. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui soient du continent ou qui soient même des États-Unis ou d'autres endroits qui passent par Paris. Donc il y a vraiment, par Paris ou par d'autres villes françaises. Donc il y a vraiment un foisonnement de personnes qui passent, d'accès à des archives, d'accès aussi à des moyens financiers. Et pourtant, on est très très loin de commencer un vrai travail. On est encore loin de la hauteur qu'il faudrait atteindre, on va dire, entre guillemets. Et du coup, je me dis que sur le continent... en fait, je connais pas suffisamment bien le continent. Justement, je vais aller dans un mois en Côte d'Ivoire, puis au Burkina, puis au Togo, pour justement beaucoup plus me connecter à l'actualité et la réalité de ce qui se passe, et pour arrêter de le voir aussi depuis un prisme français. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Et après, c'est aussi que moi, j'ai pas eu les moyens financiers. Donc ça, c'est aussi un truc qui est assez fréquent, je pense, pour beaucoup de gens qui ont grandi en France et qui, justement, ne sont, entre guillemets, pas de ce monde. Mais moi, j'ai grandi dans une cité où, clairement, j'avais pas de moyens financiers pour voyager sur le continent. Et pourtant, les gens de ma famille qui habitaient sur le continent, eux, avaient des moyens parfois pour venir, alors que ça coûte quand même pas mal cher. Et là, c'est la première fois que je vais avoir enfin les moyens pour y aller de moi-même. J'ai déjà été au Sénégal, mais c'est pas un pays dont viennent mes parents, donc c'était une connexion un peu différente. Et voilà, et là, je vais pouvoir me rendre compte justement de ce qu'il y a peut-être à faire, ou bien ce que font déjà les gens, surtout, en fait, me rendre compte de ce qui se passe, et avoir l'humilité d'essayer de soutenir. Voilà. Salut, je t'ai réveillé, Brienne.
Ouais, en fait, je te dis ça parce que c'est très compliqué de parler de déboulonnage ou d'histoire décoloniale, en tout cas, en France, quand on sait que dans nos pays, il y a encore beaucoup de... Enfin, il y a un énorme travail à faire. Enfin, j'explique, c'est-à-dire que tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas le voir par le nom des ponts. Il y a des ponts Charles de Gaulle, des ponts Mitterrand, tu dis, ah ouais, d'accord. Donc, il y a un énorme travail à faire, comme, tu vois, Congo-Brazzaville. Tu te dis, c'est chaud. Tu as carrément le nom d'une ville à rebaptiser, quoi. Est-ce que c'est nécessaire? Je pense. Je suis même persuadé, mais c'est souvent la rhétorique qu'on me sort pour me dire ouais, mais vous parlez d'enlever ça ici, mais chez vous déjà. Tu vois ce que je veux dire. Une des dernières questions. Souvent, je demande à mon invité de ramener un livre. Ouais. Là, tu ne l'as pas fait. Je ne l'ai pas fait. Huez-le. Je m'en excuse. Est-ce que tu as un livre à conseiller aux gens qui vont nous regarder ou nous écouter? Un livre que tu aimerais ou en tout cas qui se penche dessus? Ouais. Il y a un livre qui s'appelle Peau noire, masque blanc, mais je pense que beaucoup de gens l'auront déjà checké. Je vois tout le monde hocher de la tête et tout. Oh oui, nous l'a déjà lu. Non, mais voilà, il y a ce livre qui, je pense, enfin pour moi en tout cas, c'était la première fois quand je disais, quand je suis arrivé en 5e année après le bac, que j'ai découvert un ouvrage qui parlait d'une réalité dans laquelle je me reconnaissais. C'était la première fois, en fait, c'était avec Peau noire, masque blanc. Parce qu'avant, j'avais lu beaucoup de trucs de philo, de plein de choses, justement, plutôt universalistes. Mais en fait, je m'identifiais jamais à l'auteur parce que je savais qu'il parlait d'une situation que concrètement, moi, c'était pas les mêmes problématiques que je me posais fondamentalement. Alors que là, en lisant ça, j'étais connecté, même si après, il y a plein de choses avec lesquelles j'ai une distance et tout. Enfin, faut pas non plus idéaliser totalement Frantz Fanon. Mais là, c'était la première fois que j'étais connecté avec une approche ou une description du monde, en fait, on va dire. Et après, un deuxième livre que j'aime bien, que je suis en train de lire actuellement, c'est l'histoire... Attends, c'est... Mince, je me rappelle plus le titre exact. J'aurais dû le ramener, voilà. Mais c'est Histoire... Attends, mince. Non, c'est pas celui-là. D'ailleurs, Africa United, je ne l'ai pas encore lu, mais il est sur ma table. Mais Lenny a déjà fait la pub tout à l'heure. Mais non, c'est... Enjeux contemporains... Enjeux contemporains et politiques de l'histoire coloniale. Je crois que c'est ça le titre. Bon, en tout cas, vous pourrez le trouver, je crois, Enjeux politiques et contemporains de l'histoire coloniale. C'est un livre qui a été écrit par Catherine Cockry-Widrowicz, qui est une historienne française, mais qui travaille vraiment sur l'histoire coloniale et notamment l'Afrique en général, mais surtout l'Afrique subsaharienne. Après, on peut avoir plein de critiques par rapport à son travail, mais ce petit livre, il est très petit et il fait vraiment le récapitulatif de toutes les polémiques qui font qu'aujourd'hui, on reparle d'histoire coloniale, en fait. Et donc, en fait, il y a toujours eu un travail sur l'histoire coloniale en France, des historiens et historiennes françaises, et aussi d'historiens et historiennes africaines. Donc, elle le cite justement toutes les personnes qui travaillent dessus, et elle essaie d'expliquer pourquoi tout ce travail n'atteint pas le grand public. En fait, quel mécanisme il manque, et qu'est-ce qui fait que, en fait, toutes ces thèses, tous ces livres, tous ces trucs n'atteignent pas le grand public, et quels sont les moments où finalement ça l'atteint avec des polémiques. Et d'un seul coup, on se remet à parler d'une histoire coloniale et qu'on redécouvre tout ce qui a été fait et qui n'a pas été vulgarisé, etc. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Someboy et à Histoire Crépue pour la suite? Des financements. et puis l'énergie, parce que ça prend beaucoup d'énergie de faire tout ça, d'essayer d'être... dans quelque chose d'exact, enfin pas exact, on peut jamais être totalement parfait ou quoi, mais de donner, enfin vu que c'est une histoire qui active beaucoup émotionnellement les gens, c'est compliqué à manipuler en fait, et ça fait beaucoup de pression, surtout quand on n'a pas de salaire justement par rapport à ça ou quoi. Ça met une pression assez forte sur les épaules, et je pense que toi aussi pareil, enfin il faut être bien accroché pour oser aborder ces sujets aujourd'hui, quoi. Aussi bien parce qu'on va se prendre des clashs du côté des détracteurs, mais aussi bien parce qu'on peut décevoir les gens qui attendent beaucoup parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sources qui parlent de ces sujets. Tout à l'heure, on en parlait pour Instagram. On disait des fois, on a envie de jeter nos Instagram. Je savais même pas à quel point c'est chaud. On peut faire un maximum de bruit pour l'invité d'aujourd'hui. C'était Someboy, une histoire crépue. Mais là, merci mec, c'était cool. Merci à toi, franchement. Merci, c'était cool. Avant qu'on finisse, alors j'avais dit on avait le droit de poser des questions. S'il y a des choses qui vous ont interpellé ou si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. On va y aller. Bonjour, je m'appelle Anne.
Comme beaucoup d'Antillais, je suis venue ici il y a 3 ans pour mes études. Donc, je suis en design. Et j'avais plusieurs questions, mais je voulais revenir sur un peu ce que tu as dit par rapport au statut. Donc une pour laquelle tu serais d'accord de la dépolie. Et en fait, je voulais savoir pourquoi, parce que j'ai vraiment l'impression que on a cette envie qu'en fait la France nous reconnaisse comme citoyens français, au même titre qu'eux. Et je pense un peu à Kémy Séba qui lui a complètement arrêté en fait. Il s'est dit mais pourquoi on ne commence pas, comme Élie a dit, à retirer, à décoloniser nos espaces, nos rues, qui en fait ne portent pas assez nos noms, le nom de nos héros. Et pourquoi vouloir commencer ici alors que avant on a beaucoup de travail en fait. Est-ce que je peux répondre en premier ou tu veux moi je pense qu'il y a déjà le problème de dire on est légitime ici, mais est-ce qu'on est légitime là-bas? Ouais. À vouloir venir et dire ouais je veux changer tout. Moi je suis le premier à vouloir changer, hein. Mais est-ce qu'on est légitime là-bas? Tu le vois bien par exemple quand il s'agit de questions politiques, on laisse très peu de place à la diaspora de pouvoir réellement s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, moi je pense qu'il y a cette peur aussi de se dire un jour il y aura une partie de la diaspora qui peut se déplacer et que cette partie de la diaspora peut prendre le pouvoir comme ils appellent ça et changer les choses, mais c'est pas dans leur intérêt. Tu vois, donc je pense pas qu'il y a un intérêt à nous laisser aussi la porte ouverte à dire excusez-nous, je pense qu'il faut enlever ces statuts. Je pense qu'il y a des pays qui sont totalement prêts à le faire, mais que la plupart des pays dans lesquels, surtout les francophones, c'est très compliqué d'arriver et de dire enlevez-nous ces statuts. Alors qu'eux-mêmes n'ont pas pris le choix de le faire, quoi. Entre les présidents, les officiels n'ont pas pris le choix de le faire. C'est mon point de vue. Après. Ben moi, pour réagir à ça, je dirais un peu pareil que Lénie. Moi, en fait, ma position, c'est que, comme je disais, j'ai pas encore beaucoup... Enfin, je suis pas suffisamment connecté au continent africain pour pouvoir faire des propositions politiques cohérentes. Et en fait, tout ce que je pourrais proposer, ce serait quand même très colonial, finalement, comme attitude, de mon point de vue, en tout cas. Parce que je suis surtout français. Je bénéficie de la carte, du passeport français qui me permet de voyager assez facilement entre les différents pays africains. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que pour moi, la première chose à faire, c'est déjà régler des problématiques qui se trouvent dans le pays dont j'ai la citoyenneté, qui est la France. Et comme je disais, du coup, cette histoire coloniale, c'est pas une histoire qui est réservée au peuple, au continent africain. C'est une histoire qui est partagée entre le continent africain, les continents asiatiques, le continent américain, les continents européens. Et à ce niveau-là, pour l'instant, dans ma situation, l'action que je peux avoir la plus pertinente, c'est de toucher aux symboles qui sont dans la capitale de la métropole, de l'ex-métropole coloniale en tout cas. Parce que je pense aussi que j'ai la possibilité, aussi le fait de ma nationalité, etc., ça me permet de faire cette action peut-être en prenant moins de risques qu'une autre personne qui aurait... voilà. Et après, je veux bien avoir d'autres approches. Je respecte aussi d'autres approches. Mais dans ma situation actuelle, c'est celle-ci que je privilégie. Et je pense que ça va évoluer justement en rencontrant plus le continent, en me rendant plus, en voyageant plus hors de la métropole, etc. Mais c'est quelque chose qui est à faire sur le long terme. Et pour l'instant, moi, j'en suis pas encore là. Et je pense qu'il y a aussi les moyens. Tu vois, je pense que Kémy Séba, quand il est parti en Afrique, il avait déjà les moyens ou les structures pour pouvoir se déplacer et se dire bon, c'est bon, je peux installer mon truc. Moi, je pense, à notre échelle, en tout cas, nous, on se démerde avec nos portables et nos vidéos. Tu vois ce que on a même peut-être déjà assez pour pouvoir s'acheter une caméra nous-mêmes. Peut-être si tu arrives avec aucun plan économique déjà, je pense que c'est... La rhétorique, on va dire, d'extrême droite ou de la droite dure, ça va être de dire vous attaquez notre histoire parce que vous attaquez Joseph Gallieni. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Joseph Gallieni, par exemple, c'est pour ça que je prends ce cas particulier, mais ça pourrait être d'autres personnes au cas par cas. Mais Joseph Gallieni, par exemple, c'est un administrateur colonial français. À l'époque où il vit, la majorité du peuple français ne connaît pas le général Gallieni, en fait. Et c'est pas un héros pour le français de Lorraine particulièrement. Joseph Gallieni, c'est un héros colonial français. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la Ligue maritime et coloniale, qui est un des lobbies les plus puissants du parti colonial, parce que c'est un parti, donc c'est un parti d'influence, etc., qui est au gouvernement, qui est dans le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a des députés à l'Assemblée, etc. Cette Ligue maritime et coloniale décide de faire ériger une statue de Joseph Gallieni devant les Invalides. Cette décision, c'est pas le gouvernement qui la prend, c'est cette Ligue qui demande ensuite, qui fait un référendum, entre guillemets, dans le quartier
je crois que c'est le 12e ou le 7e arrondissement, je ne sais plus. En tout cas, dans le quartier des Invalides. Donc, ils font un appel à souscription, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, un vote citoyen, on va dire. Et donc là, parce que à ce moment-là, il y a une légende du général Gallieni qui a été écrite par eux, justement, qu'ils le diffusent dans leurs journaux. Et bah, la population de l'arrondissement vote OK pour une statue. Et maintenant, la statue est en place depuis des années. Elle est signée Ligue maritime et coloniale française, avec écrit le processus qui a permis de la mettre en place. Aujourd'hui, si on demande un déboulonnage de cette statue, on ne s'attaque pas à la France ni à l'histoire du peuple français. On s'attaque à un personnage très particulier qui a été mis en place par un lobby colonial et ensuite par une république qui était la Troisième République, qui était particulièrement coloniale. Mais je pense que la Cinquième République a plein de problèmes, mais théoriquement, en tout cas, elle devrait être... Bon, elle est néocoloniale, mais elle devrait être au moins un peu moins officiellement coloniale, on va dire. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est... Je pense pas qu'on attaque du tout le peuple français, parce qu'en fait, il y a des milliers d'histoires dans l'histoire de France, et il n'y a pas besoin que celle-ci... Enfin, ceux qui s'accrochent à celle-ci, c'est un groupe très particulier de gens qui ne sont même pas représentatifs de la complexité de l'histoire française métropolitaine. Donc pour moi, la déboulonner, c'est totalement respecter la complexité de l'histoire de France et juste dire qu'aujourd'hui, symboliquement, on ne veut pas de ce personnage dans l'espace public. Mais c'est... Voilà. Et du coup, on peut le faire peu importe l'origine qu'on a, entre guillemets, et ça ne porte pas plus préjudice aux personnes du territoire métropolitain, quoi. C'est mon avis, en tout cas, sur ce truc. Je suis d'accord, hein. Comme tu disais tout à l'heure, tout dépend des statues. C'est comme la statue de Colbert devant le Palais Bourbon, ça reste une statue compliquée. Quand on connaît l'histoire du Palais Bourbon, c'est un palais qui a été envahi pendant la Révolution française et ils se sont réappropriés. Okay, donc la statue n'a pas été faite en l'honneur de Colbert. Regardez, on va le mettre. Non, c'était déjà là avant. On s'est approprié le truc et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'enlève? Le truc était déjà là avant, donc en vrai, on s'en fout. Ou est-ce qu'on la garde parce que... C'est compliqué, hein. Tout est compliqué. C'est ça. En fait, on est en guerre. Et en guerre, il y a très rarement, on jette le drapeau blanc. Même une fois quand on le jette, c'est juste pour après le rattraper, pour le récupérer. Donc ce serait trop, pour ma part, un peu, je me permets, peut-être naïf, de venir dire, ouais, mais en fait, lui, il nous a fait du mal il y a longtemps, est-ce que vous pouvez retirer sa statue, s'il vous plaît? Mais les gars sont en guerre. Ils vont te dire, mais attendez, lui, sa stratégie qu'il nous a donnée, c'est comme Shen Tzu, l'art de la guerre, on l'utilise jusqu'à maintenant pour vous asservir. Qu'est-ce que tu me racontes? Où est-ce que tu as vu ça? Nous, on ne peut pas. C'est un personnage qu'on respecte, dont le fond de nous-mêmes, on va vous faire paraître qu'on n'est pas forcément d'accord. C'est un groupuscule qui a validé la chose. Ouais, mais c'est en plein invalide. Ouais, on n'est pas au courant que c'est un groupuscule qui l'a fait. Non, les gars sont conscients que c'est un stratège qui a aidé la France et que ce serait malvenu de retirer cela. Sincèrement, moi, c'est ce que je dis. Ouais. Mais ça, après, moi, je peux comprendre ta stratégie aussi de guerre, de dire qu'on doit faire un forcing pour pouvoir, transformer les choses à notre faveur, l'air de rien à notre faveur, et pas forcément à leur faveur. Et là, c'est vraiment, on tire et vous tirez, mais franchement, les gens, ils peuvent tirer plus fort que nous, parce qu'ils sont chez eux. Voilà, ils sont chez eux, c'est leur pays, c'est leur patrimoine. Si on veut tirer, je pense qu'il faudra tirer, il faut qu'on tire sur autre chose. Il y a des choses sur lesquelles on peut tirer, pour ma part, très personnel, sur lesquelles on peut tirer pour pouvoir avoir des faveurs comme ce qu'on est en train de faire là. Là, on tire, on est en train de communiquer entre nous. Il n'y a pas de contrainte particulière en réalité. Non, mais juste, moi, je voulais revenir sur le déboulonnage, c'est enlever l'histoire. Tu connais le maréchal Pétain? Ouais, un peu. Est-ce que tu connais une rue Pétain? Est-ce que tu connais une statue Pétain en France? Non, ça n'existe pas. Ils ont tous été enlevés parce que pour eux, c'était nécessaire, tu vois. Et je pense que là, c'est pareil. Tu peux enlever les statues. Ils l'ont pris pour un traître. Ouais, mais encore une fois, moi, je pense que l'histoire, c'est que des visions. C'est que des visions. Pour arranger l'Allemagne, c'est un traître. Ouais, si on veut. Mais pour moi, l'histoire, c'est que des visions. Non, l'histoire, c'est que des visions. En vrai. Là, si tu demandes, je pense que si tu demandes à la majorité des Français ce qu'ils en pensent, la plupart s'en battent les couilles. Des statues, d'enlever, pas statues. Pour eux, je pense qu'on est une minorité autant à vouloir les faire enlever qu'il y a une minorité à vouloir les garder. Le Français en général, il est en mode genre, frère, ça a été mis là, j'étais pas né, je m'en fous, tu vois. Non, mais vraiment, moi, genre, quand j'en parle souvent à des potes, ils sont en mode, que tu me parles de cette statue, quoi. Défonce-la si tu veux, ça va rien changer à ma vie. Et je pense que c'est ça, plus le fait d'en parler, c'est plus aussi de dire aux gens qui ne sont pas forcément au courant et qui se disent, moi, je m'en fous, de leur donner une raison de dire, bah, regarde, là, tu ne peux pas t'en foutre parce que tu cautionnes
Tu vois ce que je veux dire? Tu cautionnes. Et pareil pour nous, quand on paye nos impôts, ces impôts servent à nettoyer ces statuts. Donc on peut, en tant que personne qui paye des impôts, en tout cas, moi je peux me dire, je peux râler. Je peux râler sur les trucs qui me vont pas. Comme je râlerais s'il y a un problème avec la sécurité sociale, comme là c'est pareil. Il y a un problème avec ces statuts, ça me dérange, je râle. Après moi je suis partisan de pas les enlever. Plus de mettre une statue à côté d'une personne du pays ou du continent colonisé qui a fait des choses pour le continent ou le pays colonisé et d'expliquer que ils étaient en clash. Pour moi je trouve ça plus logique que d'enlever. Pourquoi? Parce que là où je te rejoins, c'est enlever, j'ai l'impression que c'est de dire à quelqu'un je m'en fous de ton avis, j'enlève quand même. Tu vois, ça me plaît pas et je trouve que c'est jouer le même jeu que ceux qui te disent on l'enlève pas. Alors que si tu leur donnes une raison, si tu leur dis voilà ma raison, j'ai pas envie de l'enlever comme ça, je te donne ma raison, elle est là. Voilà pourquoi. Est-ce que tu cautionnes ou pas? Et là, je pense qu'on verra le vrai visage des personnes. Est-ce qu'ils vont me dire ok, je cautionne pas, enlevez-la ou je m'en fous, mec. Alors merci à vous tous d'être venus, merci à Sumboy, mon invité, merci beaucoup. Merci professeur. La prochaine fois, j'espère que c'est vous qui serez là. On veut vous voir comme invité. J'aimerais remercier Vidéocast, sans qui ce ne serait pas possible, et j'aimerais remercier le Paris Afro et Bachir Meng, sans qui ce ne serait pas possible. Merci beaucoup à vous les gars. Merci. Merci à tous et à très vite.